そうか、そうだな。そうかもな。Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Saria Chaz le Phénix pour vous parler de l'épisode 3 et 4 donc de Jujutsu Kaisen saison 2, le flashback de Gojo qui ont en plus pour même titre mort prématurée. Et je pense que maintenant on a compris pourquoi ça avait pour titre mort prématurée, vu ce qui est arrivé à Gojo et donc Geto face à Toji qui est juste magnifique lors de ces épisodes. Mappa a juste fait un travail génial. En vrai, il faut commencer par ça. Il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique, mais après, bien sûr, il y a eu certains choix, et c'est là où on va devoir en parler, en plus d'avoir des explications. Je vous rappelle qu'il n'y a pas forcément de gros montage sur cette chaîne secondaire, mais le but est de parler avec passion, justement, de ces épisodes qui sont juste magnifiques de la part de Mappa. Donc, la semaine dernière, j'ai pas pu faire la review de l'épisode 3, donc je vais la faire maintenant, et il y aura un timecode pour le côté épisode 4, mais en même temps, les choses elles vont un petit peu se croiser, donc n'hésitez pas à rester pour les deux. En fait, j'avais mal au dos, je me suis fait défoncer pas par Toji, mais par la vie. Ça arrive assez facilement. En plus, j'étais à la campagne, ça fait qu'il fallait que j'aille dans une ville différente pour pouvoir upload mes vidéos parce qu'il n'y avait pas de connexion là où j'étais. Enfin, vraiment une histoire de fou. Mais bon, on y est. Donc l'épisode 3... commence de manière assez intéressante et assez intrigante en fait, dans le sens où en vrai tous ces épisodes ils vont mener au changement en fait des deux personnages, que ce soit Toji donc face à Geto ou face à Gojo, il les a tous les deux changés. Même après sa mort, tu sens que ça a eu une énorme répercussion sur eux. Vu que Toji, vu que Gojo a été béni donc par Toji dans un certain sens où il est devenu beaucoup plus fort et beaucoup plus conscient de lui-même, on parlera de son éveil, et Geto, lui, a été plus ou moins maudit par Toji, étant donné que lui, c'est son âme qui s'est assombrie. Et c'est déjà assez intéressant à souligner, en fait, avant de commencer tout ça. Mais donc, l'épisode 3, il commence avec déjà les retrouvailles avec la personne qui gardait donc Riko Amanai, celle qui s'était fait kidnapper, et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est complètement fou en fait que le rythme soit aussi accéléré, et c'est une des plus grandes qualités de Jujutsu Kaisen à mon sens. C'est peut-être un petit peu triste parce qu'on aime beaucoup quand il y a plus de développement autour des personnages, ça nous laisse plus de temps pour nous attacher à certains personnages, sauf que dans Jujutsu Kaisen ça va à 200 à l'heure. Et je pense que si vous pensez que cette saison 2 va être toute calme, préparez-vous, accrochez vos ceintures parce que ça va y aller, ça va vraiment y aller. Franchement, la saison 1, c'est ça qui est fort, c'est que au-delà d'être une introduction, elle met en place énormément d'éléments qui auront des répercussions même jusqu'à en fait la fin du manga, là où on en est en tout cas actuellement. Vraiment tous les éléments ont été laissés en place, et ce flashback, chacun des éléments est aussi très important, et on en reparlera encore et encore lors de la suite du manga, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose d'énorme. Donc voilà, le rythme est hyper accéléré, on a quand même le droit à une mini-scène où on voit Gojo et compagnie récupérer cette dame, et tu vois en plus de ça que Gojo est exténué. Et de toute manière, est-ce qu'on avait vraiment envie de voir des combats random de Gojo? Non, au final, c'est pour ça que je trouve que ça marche bien ce rythme, parce que ça élude juste les choses qui nous intéressaient pas forcément. Et la chose à retenir, c'est juste que Gojo est fatigué, il a fait son maximum pour que même Riko aille bien, qu'elle soit contente, en vrai, même rester une nuit de plus à la plage, voilà, tout simplement. Et là où l'épisode va véritablement commencer, la dinguerie, c'est quand on va voir Toji pour la première fois combattre. Oui, depuis le début, on n'a pas vu combattre, et c'est là qu'on peut souligner à quel point il est puissant, comment il a fait pour battre le plus fort. Parce que au-delà de sa restriction innée qu'on apprendra, donc qui lui donne une énorme force physique en l'échange de son énergie occulte, en fait il est né sans énergie occulte, donc c'est comme s'il avait fait un serment, sauf que il l'a pas fait, en fait il s'est fait naturellement à sa naissance, donc à la manière de Maki. Et c'est pour ça que ça passe assez vite, c'est parce qu'il faut que tu compares ça avec Maki plus ou moins. Même si elle peut voir un petit peu les fléaux, elle a des lunettes pour les voir et compagnie. Lui, il les sent, il les ressent, c'est ce qu'il dira, c'est que en fait ses sens, ils sont vraiment hyper développés, encore plus qu'un chien
pour sentir, oui, bien entendu, et son arrivée va se faire juste en poignardant Gojo. Et ça, c'est juste magistral. Et en plus de ça, ça fait partie d'un plan bien plus grand, puisqu'il va le poignarder avec une lame normale, ce qui va mettre tout le monde en alerte. Ils vont s'en aller. Il n'avait pas activé l'infini, parce que à ce moment-là, quand il était jeune, il n'avait pas l'infini H24 autour de lui. Donc, il s'est fait toucher. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il comprend à peine que Toji, donc, a une restriction innée, qu'il utilise une sorte de chenille fléau qu'il a dressée, donc, pour emmagasiner des armes, et s'il n'a pas été détecté, en fait, c'était tout simplement parce qu'il n'a aucune énergie occulte et qui cache le fléau à l'intérieur de sa bouche. Et ça marche juste parce que le corps, c'est une sorte de barrière en soi. C'est parce que sinon certains malins, je sais qu'ils y penseraient, donc à juste se cacher, je sais pas, dans une peau d'ours, un truc comme ça, tu vois, une peau sans énergie occulte. Mais non, en fait c'est vraiment lié au corps de Toji qui fonctionne pour se camoufler. C'est pour ça qu'il bouffe donc ce truc, et il peut le ressortir pour combattre. Et là où Gojo il s'est fait toucher, c'est que déjà il était exténué, mais en plus de ça, Toji a bien sûr choisi le moment opportun, juste avant de rentrer donc dans le palace de Tengen, et surtout donc ils sont au lycée, et c'est pour ça que normalement tu as une certaine protection. Il y a la barrière de Tengen qui protège le lycée, ou en tout cas qui montre quand même quand il y a une personne qui va s'introduire, sauf que lui il n'a pas d'énergie occulte. C'est pour ça que ça n'a absolument aucun sens. Un Gojo qui va être décontenancé, parce que deuxième chose, donc Gojo, en vrai, lui, il suit ses ennemis grâce à ses yeux. Le sixième œil lui permet de voir l'énergie occulte, de comprendre les sorts, sauf que là, Toji n'a pas d'énergie occulte, donc bien sûr qu'il est totalement déstabilisé, fatigué, il vient juste de se faire poignarder, et là en plus il n'arrive même pas à suivre cet ennemi qui est totalement différent de ce qu'il a pu rencontrer par le passé. Oui, même le plus fort est choqué face à Toji Fushiguro, un Toji qui a été magnifié dans cette adaptation animée, où, voilà, dans le manga, il n'y a pas ça, mais c'est normal, tu vois, qu'il bouge dans tous les sens sur les arbres pour aller très très vite et tout, il flex, et c'est normal. Mappa, c'est leur but de rendre ça un petit peu plus grandiose, de montrer que Toji se déplace à Mach 20, bon, je raconte n'importe quoi, mais oui, voilà, il se déplace un petit peu partout, ce qui fera que Gojo va essayer de déblayer ce qu'il y a autour de lui pour avoir un meilleur champ de vision et que Toji ne puisse pas se cacher à travers l'utilisation de son sort maximum bleu. Et je vous le rappelle, il n'a pas encore son sort d'inversion et donc il ne peut pas utiliser l'inverse du bleu qui est le rouge, et donc par la même occasion, bien sûr, il ne peut pas utiliser le violet, et il a juste tout détruit sur son passage, et c'est là que Toji va entrer dans la dernière phase de son plan, donc lâcher les têtes de mouche qui sont les fléaux les plus faibles, mais ce qui va perturber déjà la vision de Gojo, mais en plus de ça, et c'est là que c'est vraiment fort, bien sûr, il l'a fatigué, il l'a poignardé, il l'a décontenancé, il est déstabilisé, et là, il va juste le repoignarder. Et par réflexe, Gojo Satoru, le plus fort, un sort défensif qui est juste sans mesure. En fait, personne ne dit qu'il a un meilleur sort défensif que Gojo. Et donc, quand il sent qu'il y a quelqu'un qui va le poignarder par derrière, parce que là, il le voit, vu que Toji, il utilise un objet maudit, donc un objet avec une capacité spéciale, donc Gojo, il est obligé de le sentir, en fait, à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça que Toji, en fait, il la sort pas dès le début du combat, tu vois, il avait vraiment pensé à tout. Il connaît son ennemi, il connaît Gojo, et c'est pour ça que malgré le fait qu'il soit juste un humain, je vous rappelle que ce n'est pas un exorciste, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Toji n'est pas considéré comme un exorciste, vu qu'il ne manipule pas l'énergie occulte. Même les humains, en fait, ils produisent de l'énergie occulte à travers leurs mauvaises pensées et compagnie, et les exorcistes, c'est normalement ce qui est au-dessus, donc quelque chose qui peut manipuler, des gens qui peuvent manipuler cette énergie occulte, donc pour se battre, pour se soigner, voilà, plein de choses. Mais Toji, lui, est hors catégorie, en fait. C'est, en fait, en plus bas qu'un humain, théoriquement, étant donné qu'il a vraiment zéro d'énergie occulte. Bref, donc là, il a cette lame qui est embuée d'énergie occulte, vu qu'elle a un pouvoir, et Gojo, lui, tout simplement, bien sûr qu'il va utiliser l'infini pour se défendre. Sauf que, qui aurait pu imaginer que le Toji, en fait, avait une lame qui lui permettait de surpasser les sorts, de nullifier les sorts, et c'est pour ça que Gojo va juste se faire éviscérer. Oui, tel le poisson, tel le saumon que tu as acheté à la poissonnerie de Leclerc, il va être vidé de fond en comble. Tout ça pour être poignardé en plus, et poignardé à la tête, parce que Toji ne fait pas les choses à moitié. Quand il veut te défoncer, quand il veut te tuer, bah il y va, tout simplement. Et il a donc vaincu Gojo Satoru. Ça,
c'est juste magnifique parce que comme il en parlera dans l'épisode 4, en fait, il a une haine envers ce monde de l'exorcisme qu'il a rejeté. Je vous rappelle que c'est un Zenin, c'est assez compréhensible de comprendre comment il a été rejeté, de la même manière que Maki est rejetée parce qu'elle n'a pas réellement d'énergie occulte. Alors là, Toji a dû vivre la même chose, en fait, tout simplement. Et donc, là, quoi de plus beau que de vaincre celui qui est au sommet du monde de l'exorcisme, celui considéré comme le meilleur, comme le plus fort, un enfant Gojo, donc comme on aura vu dans le flashback, qui dès son enfance était incroyable, qui avait vu Toji, qui pouvait tout voir grâce à son 6e œil, et qui a donc le 6e œil et le sort de l'infini, quelque chose qui n'arrive jamais et qui rend Gojo juste incroyable. Oui, et Toji Fushiguro, sans même avoir une once d'énergie occulte, l'aura vaincu. Et ça, c'était juste magnifique. C'était le sujet principal de cet épisode, mais je tenais à vous le dire parce que c'est pas sa force brute qui a fait la différence, mais c'est vraiment son plan. Vraiment, Toji est un personnage stratège, intelligent, et c'est ça aussi qui fait sa puissance. S'il n'avait pas eu son plan, bien sûr que ça aurait été plus compliqué de combattre Gojo. Non, pas du tout. Toji a même utilisé de l'argent. Et qui utilise ça pour combattre dans le monde de l'exorcisme? Pour mettre une prime pour fatiguer Gojo. En vrai, c'est juste génial. Toji est incroyable. Voilà. Donc, après, on va voir une scène entre Geto et Riko, et ça, c'est super bien pour le développement de Geto, parce qu'on comprend comment il devient de plus en plus mauvais, comment son cœur, en fait, s'assombrit, étant donné qu'il va lui laisser le choix à Riko, donc, de vivre, et ça, c'était quelque chose dont il avait parlé avec Gojo, et il le dit, ils sont les plus forts, donc ils géreront quoi qu'il arrive, si Tengen se fâche contre eux, alors ils pourront gérer, car ce sont réellement les plus forts, et c'est dommage que au début du flashback, normalement dans le manga, c'est introduit par ça, en fait, à l'époque, ils étaient non pas un plus fort, mais deux. Et là, ça nous est encore répété, mais c'est bien important de comprendre et de se mettre ça en tête que Geto et Gojo, c'est ce qu'il y a de plus grand dans le monde de l'exorcisme. Et c'est pour ça que normalement, c'était d'autant plus choquant que Toji, il arrive et il les massacre. Donc là, il va proposer à Riko de vivre, ce qu'elle va dire, et le studio m'a pas, mais c'était magnifique. Merci d'avoir mis cette petite musique, ces petits flashbacks et tout qui marchent tellement bien, mais encore plus que dans le manga, parce qu'avec la musique, carrément, j'avais oublié que il allait se passer ce qui s'est passé de vraiment terrible, parce que voilà, tout est joyeux et compagnie, et bim, balle dans la tête. Toji Fushiguro est là pour accomplir sa mission. Le tueur d'exorcistes, le reclus de la famille Zenin est là, et il a réussi sa mission. Et cette mission, on en reparle encore dans le manga, parce que c'est super important. Je vous rappelle que normalement c'était pour que Tengen, donc l'entité qui est au-dessus du monde de l'exorcisme, le garant du monde de l'exorcisme, qui est même considéré comme une divinité pour certains, donc n'a pas pu changer de corps. Et ça va tout bouleverser. Et c'est ça qui est juste génial. C'est pas juste qu'ils ont perdu, c'est qu'ils ont perdu dans leur mission la plus importante en plus. Et Geto va s'énerver, il va se dire qu'il va la tuer, mais voilà, juste ça, c'est quand même un truc à retenir en fait. Il a tout fait, il voulait tout faire pour que Riko soit heureuse, et il l'a vu mourir juste devant ses yeux, et en plus il a appris que Gojo était mort, tout ça dû à des humains qui ont mis une prime, donc qui ont payé Toji pour faire ça, et Toji, comme il le répète, c'est un singe, et c'est pour ça que Geto, enfin un singe, voilà, tu m'entends, donc dans le film Zero, face à Yuta, après, par la suite, a la haine contre les singes, parce que, en fait, lui, il était dans cette optique de protéger, donc, les plus faibles, et là, c'est ce qu'on lui fait. Là, normalement, Toji est considéré comme un humain, c'est censé être un humain, et tous les humains sont censés être protégés, mais regarde ceux qui le font, c'est ça qui va le faire complètement vriller dans un certain sens, mais en fait, là, je déborde beaucoup trop sur l'épisode 4. Donc on y va, épisode 4 avec un début de combat juste stratosphérique, et ce sera le gros combat de cet épisode, étant donné que la fin de l'épisode avec le combat de Gojo Toji round 2, bah c'est pas réellement un combat, hein, c'est de la hagra, c'est violent, c'est très très violent. Donc là en fait il y a eu un choix du studio de pas combattre normalement en fait, et ça c'est un choix comme un autre. Donc normalement ils se battent sur la plateforme où ils étaient, où Riko vient d'être tué, sauf que là le studio a choisi de faire dérouler ce combat en plus bas,
donc dans ce genre de labyrinthe de palissade avec ces portes en style japonais et compagnie, et c'est vrai que ça rend extrêmement bien, on va pas se mentir, et ça rajoute même de la grandeur quand tout est explosé, alors que dans le manga, en fait, ils se battent juste sur la plateforme en pierre qui se trouve avant ça, et ça marche, mais en fait, ça marche d'une manière différente. Dans le manga, vu que le combat est très raccourci, en fait, on voit directement péter le dragon. Alors, c'est plus impactant pour notre vision de Toji. On se dit, ah ouais, il rigole pas, en fait. Geto ne peut rien faire face à lui. Sauf que là, dans l'animé, ça rend le tout plus grandiose qu'il y ait un combat donc sur ces palissades. Et ça rend même les techniques de Geto plus impressionnantes avec son dragon qui traverse un petit peu tout. Mais aussi, ça rallonge le combat. Et dès qu'on rallonge un combat, c'est cool, c'est agréable à voir, mais parfois aussi ça diminue l'intensité justement de certains personnages comme Toji qui normalement fait des one-shots. Là, en tout cas, c'est un beau spectacle, hein, un plaisir visuel, oui, il faut pas se mentir, avec le dragon qui va directement attaquer Toji, mais ensuite il va le découper comme dans le manga, le dragon Iriseki est plutôt classe, hein, un des plus beaux Shikigami qu'on ait vu, mais bon, de toute façon il a été éclaté, et en plus, son autre Shikigami est un esprit vengeur de classe S, je crois, donc qui peut utiliser une capacité qui est une sorte de mini-territoire où il peut découper Toji avec une condition, avec une question, est-ce que tu me trouves jolie? Voilà, mais Toji va s'en sortir, il a cette épée qui permet de contrer les sorts, et il est juste supérieur physiquement. Et voilà, il va juste s'en débarrasser, mais je trouve ça cool, en fait, cette femme, parce que on est dans une histoire d'exorcisme, et s'il y a bien un truc qui fait exorcisme dans cet épisode, c'est cette meuf, parce qu'elle fait flipper. Elle est... Je sais pas si elle est jolie, peut-être qu'elle est moche, mais en tout cas, elle marche extrêmement bien pour notre propos. Donc, Toji va juste éclater Geto, le couper, faire une petite croix, voilà, je pense que c'est un expert de la cuisson, parce que comme ça, tu peux bien cuire ton poulet, mais... Donc là, Geto était au sol, il ne l'a pas tué parce que s'il le tuait, il ne saurait pas ce qu'il adviendrait de tous les fléaux donc qu'il a sous son contrôle. Peut-être qu'ils sortiraient tous d'un coup et là ce serait compliqué pour lui d'y survivre. Purée ma coupe, c'est juste n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc là, il la laisse en vie et lui dira bien et répétera donc qu'il a été battu par un singe. Lui n'avait pas des sorts incroyables comme eux, tu vois, tu sens vraiment qu'il a été méprisé durant sa vie, mais il a réussi à les surpasser. Voilà, un simple singe. Et de toute façon, normalement, tu fais le lien directement avec Geto par la suite, qui a la haine contre les singes, contre les humains, parce que là, le Toji, tout simplement, il l'a humilié. Voilà, tout simplement, il l'a humilié. Il a tué Rico juste devant ses yeux. Il n'a rien pu faire du tout, notre très cher Geto. Et donc on va suivre la suite de la vie de Toji, vu que normalement il n'a plus trop d'ennemis à ce moment-là, qui va voir le culte astral. On apprendra quelques mini-choses qui sont assez intéressantes sur le fait que Tengen et le bouddhisme, en fait, c'est des choses plus ou moins croisées, donc, et que le culte astral, eux, ils ne veulent pas d'une fusion de Tengen avec un corps, parce qu'ils veulent que Tengen aboutisse à une autre forme d'évolution. En fait, ça le souillerait d'être assimilé avec un être humain. Donc voilà, ça c'est ça, et tu sens vraiment que c'est des fanatiques dans le sens où il y a même le mec qui va dire mais vous avez pas peur que tout soit détruit? Il dit bah c'est normal, non? Si Tengen il détruit tout, bah, c'est ça, hein, quand une étoile meurt, bah, voilà, elle meurt, il faut bien qu'on vive, bon ok, d'accord. Donc là on verra une petite scène entre Toji et son associé, voilà, qui ne traînent pas trop ensemble parce que en fait il ne veut pas trop traîner avec Toji, hormis pour les histoires de travail, et on sent aussi la solitude de Toji. C'est peut-être un point marquant pour comprendre le personnage de Toji et à quel point justement personne n'est à ses côtés. En fait, il y avait juste peut-être la mère de Megumi à une époque. Et c'est là qu'on va voir la scène peut-être la plus attendue, une des plus attendues en tout cas, du manga, le retour de Gojo. Murasaki. L'éveil de Gojo. Surtout qu'on nous parle du bouddhisme juste avant, en fait, justement cet éveil, c'est pas un éveil dans le sens où il va devenir plus fort physiquement ou autre, mais c'est un éveil de sa compréhension du monde de Jujutsu Kaisen, un éveil un petit peu bouddhique, donc dans le sens où, en fait, je sais pas si ça se dit bouddhique, mais c'est pas grave, hein, c'est ça. De toute façon, j'ai pas utilisé des mots de fou, genre en mode, ouais, l'épisode 3 et 4, c'est le pinacle de Jujutsu Kaisen, alors que je sais pas ce que ça veut dire, pinacle. Pineapple pen, ça se trouve,
C'est un ananas. Bon, bref, donc, je disais que notre très cher Gojo est de retour. Il est complètement illuminé. Il est dans cette forme d'éveil où rien, justement, ne l'inquiète. En fait, il se sent à la fois au-dessus, mais même juste détaché de tout. Donc dans une forme vraiment d'éveil bouddhique. Et donc, encore une fois, je ne sais pas si ça se dit, c'est ça qui a pu mener à une mauvaise interprétation des gens dans la saison 1, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que le personnage de Gojo est égocentrique, mais pas du tout. À travers l'éveil, il a compris et il s'est plus ou moins détaché de cet univers. En fait, il est plus... il voit les conséquences des actes, il peut avoir le seum, mais il n'est plus autant attaché au monde qu'il était, ou en tout cas, il intériorise plus. Et c'est peut-être ça, la forme d'éveil dans Jujutsu Kaisen, en fait, une forme de conscience de soi-même vis-à-vis de l'univers, et bien sûr, une compréhension de l'énergie occulte. Et c'est ça que je trouve génial, parce que ça fait que s'éveiller dans Jujutsu Kaisen, devenir peut-être le personnage le plus puissant, bah, ça ne se sera pas fait à travers un power-up, mais juste une compréhension. Voilà, tout simplement. Comme nous qui regardons et comprenons pas réellement ce qu'est Tengen ou autre, voilà, en fait, une fois qu'on aura compris, on sera là. On aura l'éveil. Et bien sûr, il est complètement taré. Il a compris le monde de l'exorcisme, il a compris donc l'énergie occulte, et c'est pour ça qu'il a réussi à sortir un sort d'inversion pour se soigner. Il a réussi à complètement se soigner, et avec le sort d'inversion qui marche en fait, parce que l'énergie occulte, en gros, c'est une énergie négative qui peut juste renforcer, détruire le corps, en fait, qui peut détruire des choses. Mais donc, pour faire du soin, il faut un sort d'inversion qui est fait en multipliant donc l'énergie négative pour donner de l'énergie positive. Bref, tout ça pour dire que maintenant, il peut se soigner et surtout utiliser le rouge alors qu'il est complètement éveillé. Il va faire voler Toji, une scène qui, je l'ai vu, hein, les lecteurs du manga ont eu un petit peu de mal dans le sens où il a bloqué avec l'épée qui est censée contrer les sorts. Et normalement, bah, ça aurait dû contrer le sort. C'est vrai que dans le manga, normalement, tu le vois pas avec cette épée pour contrer le rouge. Mais bon, c'est un mini détail. Hein. Il faut pinailler aussi. C'est le travail qui veut ça. Qu'est-ce que tu veux? Donc d'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker et commenter. Donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Parce qu'on va continuer de parler de Jujutsu Kaisen. Et d'ailleurs, sur la chaîne principale, il y aura des vidéos sur Toji. Des grosses analyses que j'ai déjà écrites. Il faut que je les monte. Elles sont juste pas mal. Là, franchement, elles sont pas mal, voilà. Bref, et donc l'éveil de Gojo, il a pu décevoir dans le sens où il y avait une page que tout le monde attendait. Parce qu'il a l'air complètement défoncé, il est complètement fou, alors que en fait, c'est comme si il venait de découvrir, de retrouver la vue. C'est comme si un aveugle ne voyait rien et que maintenant il voit tout, dans le sens où, voilà, sa perception du monde a complètement changé. Donc, à partir de ce moment-là, il est, on dirait un junkie, voilà, il est en train de rigoler comme un malade. Et la page que tout le monde attendait, c'était la page où il était dans le ciel. Et donc, il disait que sur Terre comme au ciel, personne ne méritait d'être honoré à part lui. Tu vois, une phrase du premier Bouddha. Donc, mais on n'est pas là pour parler de Bouddha. Mais voilà, en gros, c'est une référence au bouddhisme pour dire qu'il est plus ou moins supérieur. Et ça, c'était génial, et une phrase hyper attendue dans le manga, dans le sens où un seul autre personnage a été évoqué de cette manière, c'est Sukuna dans la saison 1, quand il avait piégé Nanami. Et Nanami avait dit ça dans le manga, mais normalement c'était le narrateur qui disait ça, mais il n'y avait pas de narrateur dans la saison 1. Bref, voilà. Là, Gojo est dans le ciel, et normalement il dit ça avec des nuages faits un petit peu dans un style d'estampe, et c'était génial, parce que ça montrait vraiment un délire presque de drogue, tu vois, complètement. Donc, là, dans l'épisode, ça a été fait différemment, et en fait, je trouve pas ça mauvais, étrangement. C'est juste, ça me peine un petit peu qu'il n'y ait pas eu réellement la phrase. Après, ça dépend des traductions, parce qu'il y a la traduction Netflix sur des autres pays, et la traduction Crunchyroll. En tout cas, dans ma traduction, il n'y avait pas écrit ça, et il y avait écrit qu'il se sentait au-dessus du monde, oui, blabla, mais il n'y avait pas réellement la phrase, et c'est dommage, parce que c'était une grosse référence au bouddhisme. Mais je trouve que voilà, ils ont fait leur propre version, une version complètement différente, mais leur propre version de l'éveil de Gojo. Et en même temps, ça me peine pas tant que ça, parce que le reste est magnifique, et en soi, c'est le travail de l'adaptation, en fait, de changer. Mais n'hésitez pas à me dire, si vous lisez le manga, si ça vous peine, si vous trouvez que ça aurait été mieux. Donc, cette page qui est iconique.
Et là, on l'a juste retrouvé avec un effet d'halo, de lumière, et qui marche aussi extrêmement bien, en fait. Au lieu des nuages du monde qui est plus ou moins déformé, on avait ça, et ça marchait bien, voilà. Et ensuite, il a utilisé le violet, parce que si Toji a réussi à affronter Gojo aussi, c'est parce qu'il faisait partie du clan Zenin. En fait, il s'est servi des informations qu'il avait via le clan Zenin. Et ça, c'est juste génial, en fait. C'est parce qu'il avait tout. Il avait tout, en fait. Et il avait tout prévu. C'est ça. Même les techniques de Gojo, il avait fait ses devoirs pour pouvoir le combattre. Peut-être que Toji n'a pas un sort aussi grand que l'infini, parce que malheureusement, en fait, si tu as juste de la puissance physique, et même énorme, et ça, c'est incroyable, bah, tu fais pas grand chose face au sixième œil et donc le sort de l'infini, mais Toji avait tout prévu, il connaissait toutes les techniques de Gojo en plus d'avoir un plan en béton. Et donc là, il se disait qu'il pouvait gérer le rouge et le bleu, mais il y a un sort secret chez les Gojo, donc le violet qui aura eu raison de lui, puisque ça va juste l'éclater, la fusion du rouge et du bleu, qui crée non pas une masse imaginaire, j'ai vu le terme exact, parce qu'une masse imaginaire, ça devrait tout détruire sur son passage, sauf que là, en fait, ça détruit tout sur son passage, mais ça peut être bloqué, je crois que c'est un volume imaginaire, oh, je sais plus, bref, de toute façon, je retrouverai ça, et c'est juste des termes mathématiques, enfin, voilà, bref, donc, il a réussi à exploser Toji Zenin, et dans sa fin, on a une information capitale, c'est que Toji, normalement, ne se bat pas comme ça. Voilà, normalement, il se bat pour l'argent, sauf que s'il s'est battu à ce moment précis, c'était par fierté. C'était parce que, même s'il avait dit qu'il s'en fichait, justement, du clan et de compagnie, donc, là, face au plus fort, face à Gojo Satoru, il voulait montrer qu'il était plus fort. Pour montrer même à toute sa famille, son clan qu'il a probablement rejeté, parce que voilà, c'était aussi l'histoire de Maki, il est pareil, donc que lui était supérieur, qu'il était supérieur à ses exorcistes, et quoi de mieux que de défaire Gojo pour montrer ça. En fait, il l'a perdu par fierté, et même lui, il se le dit qu'il a perdu à ce moment-là parce qu'il s'est trahi. Et c'est ça qui est fort dans Jujutsu Kaisen aussi, parce qu'on parle d'éveil et compagnie. Et justement, en fait, qu'est-ce qui se passe quand un personnage trahit justement ce qu'il voulait réellement faire? Voilà, il a perdu alors que normalement, il aurait jamais fait ce combat. C'est pour ça que je te dis, Toji, si il n'est pas empli d'émotions, tu vois, il se dit pas ouais je vais montrer ça à mon clan, bah il prépare un plan, il te défonce Gojo, même avec éveil ou pas. Bon après ça c'est une autre question, c'est un autre débat de puissance. Bref, voilà, le personnage de Toji aura été ultra marquant. Il lâche des dernières phrases à Gojo en lui disant que son fils va être vendu au clan Zenin, et ça veut tout dire parce que Megumi c'est quand même celui qui a le sort de chef de clan, donc un sort juste exceptionnel, même dans son propre clan, un sort qui a fait la renommée de son clan, les 10 ombres, de la même manière que le clan Gojo à l'infini, et c'est pour ça que, bien sûr, c'était une façon de faire, de vendre son fils au clan, parce que lui avait sa place dans le clan, alors que Toji, lui, il a jamais eu sa place en n'ayant aucun sort. Et Maki, tu vois, depuis le début, elle aussi, elle déteste son clan parce que sûrement qu'elle non plus n'a jamais réussi à trouver sa place dans ce clan. Et voilà, on sait très bien qu'il va y avoir une relation entre Gojo et Megumi, étant donné que, voilà, on les voit dans la suite de la série. Hein, c'est le sensei de Megumi depuis plus longtemps que Nobara et donc Yuji. Et voilà, ça aura été un épisode ultra marquant. Le personnage de Toji, il ne fait que traverser l'histoire, mais son ombre, elle reste durant tout le manga, en fait, comme un personnage qui aura été au sommet du monde de Jujutsu Kaisen sans être un exorciste, un personnage qui aura réussi à affronter les plus forts et à les défaire, et ça c'est juste génial. Franchement, c'est pour ça que tu ne peux qu'être fan du personnage de Toji Fushiguro. C'est ça que je dis à tous les gens que je rencontre, enfin à tous mes proches en fait, je leur dis, ton personnage préféré c'est Toji. Même avant qu'il commence le manga, parce que c'est quasiment vrai. Bon, après il y en a d'autres super badass, Yuta et compagnie. Mais bref, donc l'épisode va se conclure sur un Gojo qui va attraper le corps de Riko à travers tous ses fidèles, et on a le point de vue de Geto, ce qui est assez fort et assez habile, dans le sens où lui est en train de s'assombrir, et voir cette scène, voir des gens juste applaudir, être heureux de la mort de Riko, des fidèles, mais surtout des humains, alors que normalement il s'est juré de les protéger.
bah, quelque chose s'est brisé en lui. Surtout qu'il a été soigné physiquement, comme il le dira, mais juste physiquement. Et Gojo, lui, je le dis, en fait, vas-y, on les tue tous, je m'en fous. Et c'est vrai que le personnage de Gojo, depuis le début de ce flashback, il est un petit peu comme ça. Voilà, il est un petit peu détaché du monde et surtout, il n'a pas forcément pour vocation de protéger les faibles. Sauf que là, Geto, tout ce en quoi il croyait, donc protéger les faibles, qu'ils étaient les plus forts, qu'ils pourraient donc sauver la vie d'une jeune fille, rien n'a été réussi. Et tout ça, ça a été orchestré par des personnes qu'il est censé protéger, des êtres humains. Et le pire, Toji, qui est quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas un exorciste, qui ne manipule pas l'énergie occulte. Donc oui, quelque chose s'est brisé à partir de ce moment-là, et même s'il se force, ça se sent. Et encore une fois, c'est ça. Gojo, à travers le combat face à Toji, aura été illuminé, alors que Geto aura été maudit. Et ça, c'est super fort en fait, d'avoir ce développement, alors que justement, au tout début de ce flashback, on apprenait que Gojo, voilà, il disait pourquoi on protège les faibles. C'était lui qui était plus dans la mentalité de Geto, et au final, tout ça s'est retourné à ce point précis, à la rencontre avec Toji Fushiguro, qui marquera aussi bien les personnages que nous, les viewers, parce que purée, il est magnifique. Bref, un épisode globalement qui est juste excellent. Voilà, des changements, mais des changements qui rendent le tout aussi plus grand, hein, plus épique. Peut-être la phrase qui me dérange qui n'ait pas été dite par Gojo, référence au bouddhisme, mais encore une fois, on verra à travers les traductions, parce que je parle pas japonais. Mais sinon, c'est parfait. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Jujutsu Kaisen a l'adaptation que ça mérite, et on aura sûrement un dernier épisode de conclusion pour le passé de Gojo et justement le Geto qui va rejoindre le mal entre guillemets. Mais c'est terminé pour nous. Et voilà. Bon, c'était une plus longue review que prévu. Et donc, j'espère que vous allez bien. Et en attendant la suite, bah, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. My best friend